pas Je vais vous parler alors du langage Erlang. Erlang, en fait, c'est un mathématicien suédois qui était au début de Télécom, qui a créé un peu le système de télécommunication. Et Erlang, il y a des gens qui savent aussi dire Ericsson Language, je crois que c'est un langage de programmation développé chez Ericsson en Suède. Et je vais commencer par vous donner, je vais donner des cours sur deux parties. D'abord, je vais vous présenter des slides faits par une société qui s'appelle Erlang Solutions pour apprendre les gens à Erlang. Vous allez voir que, en fait, vous connaissez déjà bien beaucoup les concepts d'Erlang. Et deuxièmement, je vais, dans la deuxième partie, je vais essayer un peu plus conceptuel. Je vais vous parler des forces. Erlang, c'est un système multi-agent qui permet de faire des programmes extrêmement robustes qui survivent quand il y a des pannes, qui peuvent tourner pendant très très longtemps sans s'arrêter. Et on peut même faire une mise à jour logicielle sans arrêter le système. Tout ça, c'est facile en Erlang. Ok, d'abord, les quelques concepts. Il n'y a pas d'affectation. C'est un langage à affectation unique. Et il y a le pattern matching. Les variables sont affectation unique. On a déjà vu ça quelque part. Alors, mais Erlang, c'est ça. Par contre, c'est pas ça le flow. On ne peut pas synchroniser, mais c'est affectation unique. Il y a des cases, le pattern matching. C'est un langage fonctionnel. Les fonctions sont des valeurs et on peut les passer comme arguments. On a déjà vu ça. Il n'y a pas de variable globale. Lui, il appelle ça là, dans environment. Ça veut dire qu'il n'y a pas de variables globales qui sont vues par tout le monde. Il n'y a que des processus. Il n'y a pas des expressions. Et il y a des processus. Erlang, ils appellent ça parfois des acteurs. C'est en fait comme des port objects qu'on a vu. Chaque acteur a un thread d'intérieur. Ce sont des threads légers qui ne partagent rien. Donc il n'y a aucun partage. Ce n'est pas comme un programme Java où tout le monde a accès à tout. Non, en Erlang, chaque acteur ou agent a sa propre mémoire et ne peut pas accéder aux autres, sauf envoyer des messages. Et donc les acteurs peuvent envoyer des messages, ça on a déjà vu, c'est comme des port objects. Par contre, quelque chose qui est très nouveau, c'est la façon dont Erlang traite les pannes. Pour un programmeur Erlang, une panne, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui ne fait pas peur, ça arrive tout le temps dans la vie, et surtout quand on a un programme qui dure très très longtemps. Donc pour un programmeur Erlang, les pannes sont des choses normales qui arrivent, et il y a des concepts dans Erlang pour les gérer, pour les traiter, et c'est très facile en Erlang. C'est la plus grande force de Erlang. Ils ont donné un slogan à cette approche qui s'appelle Let it crash, laisse planter, et vous allez voir comment ça marche. En fait, s'il y a une partie du système qui commence à mal marcher, à avoir des erreurs, on ne va pas essayer de les réparer, on va simplement le forcer à se planter et on va le remplacer par un nouveau système. Et ça marche très très bien. Donc il n'y a aucune programmation défensive ou un test des arguments. Non, quelque chose qui marche mal, on le fait planter, on le force à se planter. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais ça marche extrêmement bien. Mais d'abord un peu les concepts de base. Donc dans la première partie, je vais vous parler un peu comme si j'enseignais le langage. Ce sont des slides qui viennent d'une société qui s'appelle Erlang Solutions, c'est pour apprendre les gens. Donc c'est un langage symbolique. Les entiers sont précision arbitraire, il y a des nombres de billes flottants, il y a des strings en double quote, et un string c'est une liste de codes ASCII ou Unicode
ça ressemble très fortement à Oz, c'est un langage symbolique. Il y a des atomes, qui commencent avec une minuscule. Il y a des listes, ça ressemble aux listes Oz, sauf qu'il y a une virgule. Attention, il y a une virgule entre éléments ici. Ça c'est Erlang. Il y a des tuples. Et en Erlang, ce n'est pas avec des parenthèses, des tuples, c'est avec des accolades. Et on peut aussi avoir des binaires, des vecteurs binaires. Ça, c'est très important quand on va faire des protocoles Internet entre processus, entre ordinateurs. On a besoin de traiter des vecteurs binaires. Donc, Erlang a beaucoup de soutien pour ça. Il y a des binaries. Et comme opération, c'est très classique. Flottant, multiplication, division, aussi division et remainder, ça c'est l'opération modulo, entier, les comparaisons, ils ont un peu le symbole bizarre. Vous voyez que plus petit ou égal et plus grand égal sont choisis pour ne pas être des flèches. Au lieu de faire plus petit ou égal, ça ressemble à une flèche, on fait ça. Parce que l'autre, c'est utilisé comme flèche. Donc, Erlang a ses propres curiosités syntaxiques. Il y a des booléens, and also, or else. Et il y a des opérations sur les vecteurs de bits, bitwise operations. Il y a aussi du pattern matching. Tout ça sont des choses que, en principe, vous connaissez bien. Il y a du pattern matching. Le pattern, ça peut être une constante ou une structure, une liste ou un tuple. Par exemple, OK string égale file.open. Donc le file, opération file open ouvre un fichier et renvoie un tuple. Et là, on va vérifier que c'est un tuple de deux éléments. Et le premier élément est l'atome OK. Et le deuxième, c'est l'identificateur, un pointeur qui donne le string, donc le flow de caractères, par exemple. Et le pattern matching n'est pas de l'affectation, c'est comme un os. Un pattern, c'est simplement d'extraire des parties d'une structure. Erlang est un langage à affectation unique. Comme beaucoup de langages symboliques, des langages comme Haskell ou Scheme, ils ont des parties qui sont single assignment, qui sont importantes. Après, il y a les cases, ça aussi c'est quelque chose qu'on connaît, avec, à la sauce Erlang, avec des points-virgules, des flèches comme ça, des off, des expressions. Séquence d'expressions, séparées par des virgules, c'est une expression, ça c'est Erlang. Et si on a plusieurs expressions, c'est la dernière. Donc, Erlang, c'est un langage où il y a beaucoup d'expressions. Attention au point-virgule, les semicolons. Après, toutes les possibilités sauf la dernière. Donc, vous voyez qu'Erlang a sa propre vue de syntaxe. Et il y a des if aussi. Ça ressemble fortement à case, sauf il y a ce qu'on appelle des gardes. Une garde, c'est une opération booléenne. Ce n'est pas un pattern, c'est une opération booléenne qui peut être vrai ou faux. Donc tout ça, c'est l'expression. La valeur de l'expression if, c'est la valeur de une de ces expressions, laquelle qui est choisie. Donc on les teste l'une après l'autre, et on prend la première pour laquelle la garde est vraie. C'est un peu comme un if then else, mais sans else. Et la else, on peut mettre true à la fin comme else, mais true, c'est pas très gentil parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est toujours possible, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est mieux de faire une opération et la négation. Dans les gardes, c'est simplement une expression booléenne. Ce sont des opérations de base. Donc, on ne peut pas mettre des fonctions petites soi-même, mais des tests de type, de booléens, opérateurs relationnels, arithmétiques. Et voici la liste complète
absolute value, node x, element, round. Donc il y a un certain nombre de trucs qu'on peut tester. Et enfin, Erlang a des soutiens pour les listes. Ça ressemble très fortement à la liste qu'on connaît. D'ailleurs, tous les langages symboliques, ils ont des listes avec des variations de syntaxe. Donc on voit un peu ce que fait Erlang là-dedans. Là, par exemple, 5, string ABC, après la liste 3.2, etc. avec un tuple, et un byte 255 avec des 1. On peut aussi avoir quelque chose de nouveau, ça s'appelle une compréhension de liste. C'est une façon de créer des listes avec une sorte de générateur. Donc je vais vous donner un exemple. On a par exemple ici la liste M, 1, 2, 3, 4, 5, et la liste L, c'est toutes les valeurs 10 fois x plus y, où x vient de n, et y vient de n, et x est plus petit que y. Donc ici, il y a des générateurs, donc variable, flèche, liste, x vient de n, ça veut dire que x va prendre toutes les valeurs de n. On va donc faire, c'est une sorte de boucle qu'on définit là. Et ici, y aussi, aussi, 1 jusqu'à n. Donc tous les deux, ça fait déjà 25 possibilités. Par contre, x doit être plus petit que y. Ça veut dire qu'on va prendre les résultats où les premiers chiffres est plus petit que le deuxième chiffre. Vous voyez, c'est une façon très puissante pour créer des listes compliquées. Ça, c'est typiquement dans les langages symboliques. On n'en a pas encore parlé, ça existe aussi ça existe dans beaucoup de langages symboliques. Ça s'appelle la compréhension. C'est quoi ça? Il y a des opérations sur la liste qu'on connaît bien. Head, c'est point 1, c'est le premier élément. Tail, c'est le reste de la liste sauf son premier élément. Vous voyez que tout ça sont des choses très familières. La longueur d'une liste, le nombre d'éléments. Par exemple, il y a certaines opérations de base. Il y a un module lists, double point, seek, c'est la liste de contient des éléments de 1 jusqu'à 10. Donc ça renvoie ça. Et je peux vous dire un truc, si vous voulez essayer tout ça, vous n'allez qu'à regarder sur le site parce que Erlang est un système qui est libre, c'est un logiciel libre qui est maintenu par Ericsson. Donc il y a l'équipe chez Ericsson qui maintient ça. Ce n'est pas totalement bénévole parce qu'à l'intérieur de la société Ericsson, bien sûr, ils utilisent Erlang, mais c'est aussi pour la communauté. Donc on peut télécharger le système Erlang là et l'essayer tout de suite. Et ça c'est une commande qu'on peut taper. Donc c'est un système qu'on peut utiliser de façon interactive. Donc ici, on a donc list, c'est une variable affectation unique qui sera 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et on peut continuer. Head de liste, c'est 1. Tail de liste, c'est 2, 3, 4 jusqu'à 10. Dans la longueur, c'est 10. Et on peut faire des trucs plus compliqués. Il y a la fonction list double.all qui va tester si une condition est vraie pour tous les éléments. Donc ici j'ai la liste, ici j'ai une fonction booléenne, fun x renvoie x remainder 2, comparaison avec 0. Vous voyez que ça c'est une fonction analyse avec sa propre syntaxe. Vous voyez que ça ressemble un petit peu à la syntaxe des fonctions des Windows, mais c'est différent, attention. Donc si on fait ça, est-ce que tous les éléments sont des nombres pairs? Ça va dire false. Après, il y a un autre qui est any. Est-ce qu'il y a au moins un élément dans l'opération
qui est pair, là ça va donner true. Et pour les compréhensions de liste, la list stuff, on suppose que c'est un module qui existe, qui a une fonction fruit, ça renvoie une liste de tuples. La pomme est rouge, l'orange est orange, et ainsi de suite. Ici, ça c'est une compréhension de liste. On rentre tous les F et la tuple F suivi par n'importe quoi vient de liste. Ici, on utilise du pattern matching et un générateur dans une compréhension. C'est très puissant, hein? C'est typiquement ce qu'on fait dans un langage symbolique. Et dans la liste, ça donne un certain nombre de fruits. Dans la liste, j'utilise comme exemple. Voici, c'est la liste de tous les F, tels que FC vient de liste et C est yellow, jaune. Hein? Ça fait banane et poire, pardon, les poires sont jaunes. Et ici, pareil, sauf que la couleur n'est ni jaune ni rouge, ça fait plum, pruneau et orange. Donc on peut faire donc des tas de choses comme ça. Ici, par exemple, x fois x, tel que x est une séquence de 1 jusqu'à 5, ou x, la liste x suivie de x fois x, tel que x va de 1 à 5, ou d'autres bon, le 20 c'est le même, mais ceci est sous la 10. On voit, ah oui, là le 21, l'instruction 21, on voit qu'il y a certains éléments qui ont l'air bizarres, parce que une liste, c'est une liste de code ASCII. Ici, le code ASCII, si ce sont des codes, si tous les éléments de la liste sont des codes qui ont un sens quand on les imprime, alors on va le dire comme ça. Tabulation, new line, par exemple. Et on peut voir deux types de générateurs, x, y. X est de 1 à 3, y est de 2 à 4. C'est plein d'éléments. On peut très vite faire beaucoup d'éléments. On peut mettre même un filtre. Là, y va être plus grand que x. Donc ça, c'est pour les compréhensions. Pour les fonctions, eh bien, les fonctions, en fait, ce sont comme des phrases. Alors, on a le nom de la fonction. Je vais vous donner des exemples là, avec un pattern et on a des expressions. Donc, les fonctions sont définies avec du pattern matching. Le nom et le nombre d'arguments, c'est-à-dire la arity, sont les mêmes. Ça, c'est une fonction. Et quand on appelle la fonction, on va choisir la clause, donc la ligne qui va matcher, va correspondre. Et vous voyez que donc, dans la définition des fonctions, on utilise déjà du pattern matching. Le programmeur Erlang aime beaucoup du pattern matching. Il y a aussi des fonctions anonymes, donc il n'y a pas de nom, c'est juste fun. Il n'y a pas de dollar ici, il y a juste des arguments et des patterns et le corps pour chaque chose. Donc on peut passer les arguments. En Erlang, il n'y a pas de boucle while. C'est un langage à la base, c'est fonctionnel. Et donc quand on fait un serveur, on va faire tout à l'heure, on va commencer à faire des programmes concurrents et des programmes où des agences envoient des messages et donc on va faire des serveurs. Donc un serveur, ça ressemble à ceci. C'est une fonction loop qui fait receive. Receive, c'est ce qu'on appelle une boîte à lettres. C'est le mailbox qui va prendre un message. Il va avoir un pattern, il va faire quelque chose. Après, il y a l'appel récursif. Vous voyez que, normalement, un serveur, ce sont des boucles.
ça prend un message, ça fait quelque chose, et ça appelle la roue. Et on voit, tiens, quelque chose qu'on a déjà vu, l'appel récursif est toujours la dernière chose qu'on fait dans la fonction. Là, on a déjà vu ça. Donc, en Erlang, c'est très important. C'est la récursion terminale. On dit la function is still recursive, donc récursif terminal. Donc, en Erlang, c'est quelque chose qui est utilisé tout le temps à l'intérieur des agents. Voici la définition d'une fonction en Erlang. Donc, il n'y a pas de if typiquement dans les fonctions. Ça, j'ai la fonction factorielle. Factorielle 1, ça donne 1. Le point de vue, c'est pour passer à la phrase suivante. Factorielle n. Et on va choisir le n que si le 1 ne correspond pas. Et n fois factorielle n-1. Ça, c'est typiquement la définition d'une fonction. Occuper des stages de mesure. Et donc, ici, on montre cet exemple pour montrer que cette fonction est mauvaise. Hein? Attention, je vous rappelle, ceci est un exposé fait pour des programmeurs lambda qui veulent apprendre Erlang à industriel. Donc, on montre que ça, c'est en fait une mauvaise fonction. Hein? Donc, quand on appelle factoriel 3, on va mettre n égale 3 sur la pile. Factoriel s'appelle elle-même, on met n égale 2 sur la pile. Après, de nouveau, n égale 1. Après, on renvoie 1. Après, on renvoie 2 fois 1. Après, 3 fois 2 égale 6. Pour montrer que la taille de la pile augmente. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est un rappel pour nous. Et une récursion comme ça peut utiliser toute la mémoire disponible et se planter. Donc, en Erlang, on ne va pas faire ça. Donc, on utilise la récursion terminale parce que le compilateur va remplacer la récursion terminale par une boucle. Ça veut dire que les instructions exécutées, c'est comme si c'était une boucle. Si je fais loop, receive et l'appel récursif c'est loop, en fait, ce sera compilé comme si c'était une boucle while. Hein. Là, je le mets en rouge, l'instruction while, parce que cette instruction n'existe pas en Erlang. Ce n'est pas une instruction fonctionnelle. Mais pour le compilateur, la récursion terminale, ça devient une boucle. Et au miracle, avec la récursion terminale, you never run out of stack space, la taille sur la pile est constante, ce genre de boucle infinie est tout à fait bien. Ça, c'est, pour certains programmeurs Java, c'est une nouvelle intéressante. Et voilà, regardez comme ils enseignent ça. Il y a un simple trick, une petite astuce pour faire que les fonctions soient récursives terminales. On utilise une deuxième fonction avec un accumulateur. Ah, on s'habitue des choses, hein. Par exemple, ça c'est la définition mauvaise. Et ici, on a la version améliorée. Ils appellent ça tail factorial. Ça c'est écrit en Erlang. On a donc une fonction ici avec un argument plus. Et puis, on a deux clauses. Tail factorial 0, accumulateur renvoie l'accumulateur. Et n, quand n plus grand que 0, là il y a une sorte de gap ici. Hein. Alors on fait n-1, n fois accumulateur. Et ça, c'est le récursif terminal. C'est la même chose que nous avons vu, mais à la sauce Erlang. Mais, quand même, on met les gens en garde, cette amélioration va réduire la lisibilité. Ok, peut-être, oui, c'est peut-être vrai. Et ils font référence maintenant à un site web, et un livre qui s'appelle Learn You Some Erlang for Great Good. Si vous tapez ça sur Google, vous allez tomber sur un très très bon site et un livre qui enseigne de l'enseignement pédagogique sur Erlang. Donc là, ils font un peu de pub pour Learn You Some Erlang for Great Good.
Et maintenant, l'entrée-sortie, on peut avoir de l'entrée au sol, IO, double point getLine. Ça, c'est des trucs simples. Hein? Prompt, c'est l'atome qu'on utilise comme premier symbole. Après, il y a read. Ça, ça dit un terme Erlang avec la syntaxe Erlang. Donc, on peut, par exemple, avoir un fichier qui contient des données en syntaxe Erlang. Si on fait ça, c'est très lisible. Pour le output, il y a formaté, il y a format string. Et d'un fichier, il y a le module file, open. On peut faire IO line. Ça, c'est ligne, hein, ça, c'est pour montrer les facilités de entrée-sortie avec les fichiers. Voici un petit exemple. Voilà, on crée un module. Donc, un programme Erlang est couplé en module. En module, ça ressemble au nombre de fonctions et de processus ensemble. Et ici, il y a un module qui contient juste factoriel. C'est le fichier x.earl. On sait ça pour le compiler. Et après, on fait x double point factoriel pour appeler. Ça, c'est très simple. Tout ça, jusqu'à maintenant, c'est très classique. C'est très fonctionnel. Maintenant, on va passer au processus. Et Erlang, il y a une certaine philosophie, donc ils expliquent. L'état d'un programme, c'est toutes les variables globales qu'on peut modifier pendant que le programme s'exécute. Ça, on peut appeler ça l'état d'un programme. Et c'est une très grande source d'erreur. Donc pour les programmes Erlang, on veut éviter ça. Une grande source d'erreur dans le programme complément, c'est l'état partagé. Et nous, on a déjà vu ça. Hein, si dans une cellule référenciée à partir de threads, c'est une très grande source d'erreur. Et en Erlang, il n'y a pas d'état de ce genre du tout. Il n'y a pas de variable globale. Il n'y a que des processus qui s'envoient des messages. Donc il n'y a aucune variable qui peut être vue par tout le monde. Comme on peut faire dans beaucoup de langages, en Erlang, ça n'existe simplement pas. All these problems go away. C'est tellement bien, mais bien sûr, ça donne aussi un autre style. Voilà. En Erlang, la concurrence est faite par l'envoi des messages entre acteurs. Ça, on a vu ça. Ça, c'est la programmation multi-agent. Donc, Erlang, à la base, est un langage multi-agent. Et à l'intérieur de chaque processus, tout ce que je viens de vous montrer jusqu'à maintenant, c'est à l'intérieur d'un processus. Mais un programme Erlang, c'est un ensemble de processus qui s'envoient des messages. Il y a la fonction spawn. Il y a deux C. Ça crée de nouveaux processus. C'est comme la création de nouveaux traits. Mais attention, c'est plutôt comme la création d'un port object. Spawn, ça crée un processus. Ce processus a une fonction qui tourne à l'intérieur. Ce processus a son propre thread. Et ce processus a aussi un mailbox. Boîte à lettres. Donc, et on voit ici PID, chaque processus a un nom, le process ID, qui est une constante. C'est l'identificateur, c'est l'identifiant du processus. C'est un peu comme le nom du port pour un port object. Process ID. La fonction, ça peut être n'importe quelle fonction. Named, not named. On peut aussi prendre une fonction à l'intérieur du module, si on donne le nom du module. Donc, spawn, c'est une opération de base, basique, en Erlang. Ça me rappelle mon papier. Okay. Spawn, ça crée un processus. Si on veut envoyer le message du processus, on fait send, mais le send dans Erlang, c'est un point d'exclamation. On fait PID, point d'exclamation message. Ça envoie le message au processus
PID, le message est envoyé de façon asynchrone. C'est exactement comme un port object. Ça veut dire qu'on n'entend pas le retour. Hein, celui qui envoie continue. Le processus PID à l'intérieur peut avoir une instruction receive, hein, qui va sortir le message de la boîte à lettres. C'est un peu comme un object. Si on doit avoir une réponse, si le processus PID doit envoyer une réponse, alors il doit lui-même faire un send à le processus qui envoie. Okay? Et donc, souvent, quand on envoie un message à un processus, on met son propre PID dans le message. The other process must know the PID of this process. Donc, si le processus A envoie un message à B, le PID de A, en général, on le met comme un des arguments, comme ça, le B, C a qui envoyé. Ça, c'est très Erlang. Hein? Ça, c'est le trait de style Erlang. Okay? It is common to include one's own PID. Ça, c'est le style Erlang. Donc, typiquement, c'est ça qu'on fait très souvent en Erlang. On envoie un message, ça c'est un tuple. Self, c'est son propre PID. C'est l'identifiant. Ça n'existe pas dans un port object, on pourrait le définir, hein, mais self, ça te donne le PID de là où on est. Et more message, ça c'est le message qu'on envoie, et on envoie au processus PID. On envoie ce message, et donc lui, il peut renvoyer du retour. D'accord? Après, à l'autre côté, il y a le receive. Receive, c'est comme un case. Ça, c'est le case. Le receive, ça ressemble très très fortement au case. En fait, la seule différence, c'est qu'au lieu de case expression of, on dit receive. Parce que dans le receive, on prend implicitement les choses de la boîte à lettres. Chaque processus a une boîte à lettres. Ce sont des messages qui ont été envoyés et pas encore traités. Hein? On a la même chose à un port object. On envoie plusieurs messages. Mais peut-être qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas encore traités. Hein? On les traite un par un. Par contre, par contre, il y a une grande différence entre un processus Erlang et un port object. La boîte à lettres est très très spéciale. Donc on met le message devant quand on envoie, mais quand on receive, on sort le message selon le pattern. Et donc on peut les sortir dans un autre ordre. Si the mailbox if the mailbox is not empty, s'il y a un message, il va prendre le premier message et voir s'il y a un pattern qui va correspondre. Et il le prend. Par contre, si aucun pattern ne correspond, il essaie le deuxième message. Et si un pattern correspond, il prend le deuxième. Donc, il peut sortir le message dans un autre ordre que l'envoi. Hein? Ce qui n'est pas vrai pour un port object. Dans un port object, on les reçoit exactement dans l'ordre où on les a envoyés, parce que c'est un stream. Hein? Il n'y a pas de mailbox dans un port object. Mais ici, on les sort selon les patterns. Hein? Par exemple, on a un serveur avec différents types de commandes. Bah, les commandes A, on les sort au premier, après on sort les commandes B, etc. Mais s'il y a une commande B qui a été envoyée avant A, on va quand même sortir le A au premier. Okay. Donc, si on essaie de faire correspondre un message, un pattern, et ça se correspond nulle part, le message reste dans la boîte. Et la prochaine fois qu'on a fait le chiffre, donc il faut faire attention. Message ordering, il faut faire attention. On peut avoir une fuite de mémoire avec ça. Si on oublie, si on a des messages A, B, C, et on sort des messages B et C, mais des messages de type A, on les oublie, ça va gonfler le mailbox. Par contre, pour un porte-objet, ce n'est pas possible. On doit les sortir dans l'ordre qu'on envoie, et donc on doit toujours
vider les messages. Et donc, un receive, il faut faire très attention. Par contre, c'est très puissant parce que tu peux avoir dans ton processus une partie qui traite du message A avec un receive A et une autre partie qui traite du message B avec un receive B qui sont indépendantes. Donc, chaque partie du processus peut traiter différents types de messages et chaque partie va tirer juste le message qui l'intéresse. Ça marche très très bien. Voici un petit exemple d'un serveur écrit en Erlang. C'est un module. Area Server, c'est très simple. Hein? Il y a une fonction loop qui est sortie ici. Hein? En fait, on va faire un spawn. On crée Area Server avec un loop, avec un process ID. On voit ici, il y a un loop avec un receive. Et chaque pattern, rectangle, cercle, other, on fait un rectangle avec une largeur et une hauteur. Area of rectangle is width times height. C'est simple, c'est un truc très bête qui fait les surfaces des figures en 2 dimensions. Pour un cercle, c'est pi r. Ça, c'est l'étude. Et vous voyez, chaque fois sont des boucles en répétition terminale, et les récits est à l'intérieur du c'est typiquement comment on fait un serveur général. Si je fais PID rectangle 610, on va dire area rectangle is 60. Ça, c'est typiquement comment on fait un serveur en Erlang. D'ailleurs, ça vient du livre Programming Erlang. Joe Armstrong, c'est le créateur principal d'Erlang. Il m'a dit qu'il avait 7 ans. Voici un native area server. Maintenant, on essaye de structurer un peu les programmes concurrents. On a toujours l'area server, la boucle, mais on ne veut pas que tout le travail l'administration soit exposée à l'extérieur. On va traiter ça comme un RPC, Remote Procedure Call. Vous êtes toujours. Donc on ne sait même pas qu'on est en train d'envoyer des messages. Le RPC va envoyer le message avec le bang, la point d'exclamation, self request, et il va faire le receive. Ça c'est très moderne. On envoie et on suit par le receive. On envoie et on attend la réponse. Et ici, quand on a créé l'Area Server RPC, ça ressemble à un simple appel de procédure. Donc le fait qu'on est en train d'envoyer des messages, c'est caché à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de savoir. C'est typiquement un Area Server un peu plus sophistiqué. Donc ça, c'est une sorte de pattern, une sorte d'idiome en Erlang, on envoie, et avec self, et on fait un receive. Et attention, le PID ici est dans le receive. Vous voyez, c'est très très intéressant. Si on a plusieurs RPC qui sont exécutés de façon concurrente, par exemple, avec des PID, on va faire un receive qui vient du PID qu'on a envoyé par l'autre. Voici un programme un peu plus compliqué. Ça, c'est un ping-pong. C'est aussi un programme une démonstration de Erlang. Ce sont 2 processus ping et pong qui s'envoient des messages. Mais je vous explique comment ça marche. Il y a ici la fonction ping, mais il y a 3 lignes. La fonction ping est définie comme ça. 2 lignes. Et la fonction pong est une boucle. Donc la fonction ping a un argument qui compte le nombre de fois. Donc si on appelle ping avec 3 ou avec 10 000, on va appeler pong. Après, on envoie un message à pong et on reçoit le retour. Et on imprime quelque chose. Après, on fait l'appel récursif avec n-1. Donc ping va compter les nombres de fois. Et pong
est un peu plus simple. Il va simplement recevoir les pings et renvoyer les pommes à l'autre processus. Donc ici, on a deux spawns. On a un spawn de pomme et un spawn de ping, et les deux sont envoient des messages. Ça, c'est typiquement le genre de facile truc qu'on peut faire avec Mac. OK. Maintenant, vous savez tout sur les processus et l'envoi de messages. Il y a encore quelques petits trucs qu'ils expliquent dans ce petit exposé. Il y a des soutiens pour les processus qui tombent en panne. Peter supérieur. Il y a plusieurs idées. D'abord, enregistrer un PID. Par exemple, on a un processus qui existe, mais on lui donne un nom. C'est partagé, bien sûr. Un nom global. Attention, ce n'est pas une variable globale, c'est un processus. Et avec ce nom, on peut l'appeler avec le nom. C'est intéressant parce que si le processus tombe en panne, on peut le remplacer par un autre, avec un autre PID, mais le nom global reste. Ça veut dire que le API reste, même si le processus est remplacé par un autre. Ça, c'est important pour avoir de la stabilité. Ça, c'est registering process. OK? Et en lui donnant un nom global, c'est un atome, et on peut le donc remplacer par un autre. Parce qu'en Erlang, on suppose que le processus peut tomber en panne. On suppose que tout processus est faible et peut avoir un taux de panne. Et le deuxième concept en Erlang, c'est le link, faire un lien entre deux processus. Et ça veut dire qu'ils sont un peu, leur destin est couplé en fait. Hein? Ça c'est PLI 1, PLI 2, ce sont deux processus avec un lien. On les connecte. Et ça veut dire quoi? On les connecte. Bah, s'il y en a un qui meurt, l'autre est averti. C'est ça. Si PID 1, si celui-là meurt, se plante, eh bien, on va automatiquement avertir le deuxième. On va dire, ah, mon frère est mort. Ah, c'est terrible, il faut faire quelque chose. Et c'est symétrique, ça va dans les deux sens. Attention, si PID2 n'est pas prêt à accepter ce message, il va aussi se planter. Et les deux se plantent à ce moment-là. Leur destin est vraiment lié avec ce lien. Et ça, c'est très, très important en Erlang, parce que ce sont des processus qui travaillent. Dans toute grande application, ce sont des processus. On peut avoir plein de processus qui travaillent ensemble, mais ils peuvent être liés ensemble. Par exemple, s'il y en a un spécial, il va traiter le signal quand il arrive. Donc, tous les processus sont liés avec un link, d'accord? Mais sans rien d'autre. Et ça veut dire que s'il y en a un qui meurt, ils meurent tous. Sauf le dernier, il a été modifié, traité le signal. Lui, il est juste averti. Donc, tout ça sont des gens qui travaillent. Ils font un travail. S'il y en a un qui se plante, eh bien, ils vont tous se planter parce que c'est transitif. Celui-là se plante, donc celui-là, tout ça se plante. Et celui-là, comme il a été traité pour recevoir le signal, il ne va pas se planter, il va simplement être averti. Celui-là s'appelle un superviseur. C'est lui qui va un peu veiller sur les autres. Ça, c'est très important en Erlang. Et je vais en parler un peu plus après la pause. La notion de superviseur. Et c'est basé sur le linking. Donc cette notion de linking est vraiment quelque chose de très important en
Erlang. OK? Donc, c'est très facile. Hein? On peut faire link, PID, un link pour enlever, on peut gérer ça. On peut créer un processus et le linker en même temps, spawn link. On peut, si on se plante, on peut aussi donner une raison. On peut dire exit reason, ça fait planter un processus avec un signal qui est reason. Et il y a un certain nombre de façons de gérer ça. Si on veut qu'un processus reçoive le signal, mais qu'il ne se plante pas, on doit même mettre trap exit à true. Comme ça, il ne va pas se planter, mais il va simplement recevoir. Et avec ça, on arrive au bout de cette instruction-là. Un programme Erlang peut être extrêmement robuste. Et je vais en expliquer un peu mieux après la pause. Ce n'est pas parce qu'il ne se plante pas, mais parce qu'il sait se récupérer après si un tag se plante. Hein? Spawn va créer un processus. Hein? Spawn link va créer un processus. Et si le processus se plante, il va exciter. Celui qui crée le processus va aussi exciter et process flag va pouvoir faire un processus qui gère les processus qui se plantent. Et on appelle ça let it crash. Là, c'est juste un slide, ça ne dit pas beaucoup sur comment ça marche là. Hein, je vous rappelle que toute cette partie du cours, ce sont des slides qui ont été faits par cette société pour un peu sensibiliser les gens à Erlang. Donc on n'explique pas tout. Et voilà, et ça c'est notre dernier slide. De cette petite introduction. Okay, donc tout ça, c'était un peu très bref. Ça vous a donné une première idée de Erlang. Ça vous montre aussi que Erlang est un langage symbolique. Ça vous montre aussi que ce que nous avons vu dans le cours, ce sont des choses qui sont vraiment utilisées. Les concepts de host, c'est aussi un langage symbolique. Il y a une certaine correspondance avec Erlang. Okay. Maintenant, je vais passer à quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Donc, la première partie, ça a été fait pour les programmeurs qui savent d'autres systèmes, mais on n'explique pas vraiment tout, juste un aperçu. Donc maintenant, on va aller un peu plus loin. Et ce que je vais vous montrer, d'abord je vais vous montrer quelques chiffres pour montrer ce que Erlang sait bien faire. Certaines choses de nickel, le Python. Moi je vais faire ça. Le bloc. Après, je vais vous parler un peu mieux des opérations qu'on peut faire avec Erlang, les box, faire dictionary, linking, monitoring, variation, aussi la mise à jour du code, dynamic code update, mais aussi hot code swap. Comment est-ce qu'on peut mettre à jour le code d'un système sans l'arrêter. Et après, je vais parler de conceptuellement comment est-ce que la plateforme Erlang. Un super CV, mec. Donc le langage Erlang fait partie d'une plateforme qui s'appelle OTP, Open Telephone Platform, qui a un certain nombre de librairies qui soutiennent la création de grandes applications concurrentes et fiables. Et il y a des patterns, des patterns pour le programmement. On aime Erlang, ça s'appelle des behaviors. Il y a un certain nombre de behaviors, c'est comportements. Des comportements, c'est des patterns un peu sophistiqués. Et je vais enfin conclure pour parler des concepts clés qui permettent à Erlang d'être très robuste. C'est les supervisors et les supervisor trees.
parce que ce sont des arborescences. Ok. Donc là, je vais faire une petite pause et après la pause, je vais vous expliquer tout ça. D'abord, un peu d'historique. Erlang a été développé par la société Ericsson en Suède pour les systèmes de télécommunications, pour faire des systèmes de télécom. C'est très peu. La première version, c'était en 1986. Java vient de 91. Donc c'est à peu près le même âge que Java. Tous les deux. Java a été développé par la société Sun à l'époque, qui existait à l'époque. Mais maintenant, c'est Oracle qui continue pour Java, et c'est Ericsson qui fait le développement de Erlang. Il y a une plateforme complète qui s'appelle OTP. Donc Erlang, c'est juste le langage. OTP avec un ensemble de librairies pour le rendre très facile de rendre l'application concurrente et très robuste. Qui résiste à beaucoup de choses. Il y a Ericsson qui le soutient. Il y a une fondation qui s'appelle Erlang Ecosystem Foundation, qui est une fondation créée surtout par des industriels et des utilisateurs importants, qui soutient Erlang. Après, il y a une grande communauté d'utilisateurs qui il y a toute une série d'activités autour d'Erlang. Et c'est très utilisé. J'ai montré par exemple que ça, on ne va pas plus sur le cours en ce moment. T'as pas fait de suite. Vous avez tous utilisé Erlang parce qu'il y a des jeux très populaires qui contiennent beaucoup de code. Je n'ai jamais joué à des jeux faits avec Erlang. Et d'autres applications. J'ai joué que à des jeux sur Switch. Les programmes Erlang, ce sont pas sûr que ce soit avec Erlang. On appelle ça aussi des actor models. Donc ça, c'est une technologie un peu technique. Je crois que toute ma vie, j'ai jamais joué Le modèle des agences qui parlent entre eux, ça a été proposé en 1973 par un chercheur à MIT qui s'appelle Harry Hewitt. Techniquement, c'est un jeu. Et ça s'appelle actor model. Ça crache. Les messages, partage de messages. Il te reste 3%. Oui, je sais. Se partage rien. C'est juste l'envoi de messages. Il n'y a aucune information. Par exemple, ils n'ont pas accès à des données partagées. Je l'ai craché avant. Dans ces traites, on n'ose pas du tout, partage rien. Si on envoie des données entre eux, on ne va pas envoyer des pointeurs. Les données sont copiées. Donc, les processus sont totalement indépendants. Deuxièmement, ça a un mailbox, une boîte à lettres. On peut donc recevoir le message out of order, ça veut dire dans un ordre différent de l'envoi. On peut sortir les messages dans n'importe quel ordre. Et le OTP a ce qu'on appelle des behaviors. Ce sont des librairies, des patterns, des grands patterns pour les faire des programmes concurrents. Par exemple, un serveur, une base de données, le superviseur aussi, c'est un pattern. Et donc, il y a un certain nombre de patterns comme ça, de gestion de paiement. Et le superviseur, c'est le pattern générique pour observer le travail. Et quand il y a un problème, c'est le superviseur qui va éventuellement redémarrer et gérer les tâches. Donc tout programme Erlang, c'est en fait un arbre de superviseur. Et un exemple d'un système fait par Erlang, c'est un ATM switch. ATM, c'est un système de communication pour les têtes. C'est différent de B parce que ça c'est des circuits. Ça fait des circuits. IP, c'est best effort du paquet. ATM, Asynchronous Transfer Mode. Et AXD 301, qui a 1,7 million de lignes de Erlang. Ils disent que le système est extrêmement disponible. Donc, availability, ça veut dire que le pourcentage du temps que le système a prêt à travailler. Donc, ce système, sur une année, soi-disant, il ne se plante que 30 millisecondes par an.
Les gens se moquent un peu de ces chiffres parce que ça a l'air un peu ludique, mais ça reste très, très fiable. Et il n'y a qu'en Erlang qu'on peut arriver à livrer comme ça. Aucun autre système ne peut être aussi fiable. Donc, aucun. Donc, par exemple, il y a des gens, des programmeurs Haskell, qui disent le typage statique prend notre système fiable. Mais ce sont des petits gars par rapport à Erlang. Ce sont des petits garçons qui jouent à la cour par rapport à Erlang. Il n'y a que Erlang qui permet de faire le système aussi fiable. Et je vais vous donner quelques chiffres sur la performance d'abord. Ce sont des chiffres de 2002, mais ça reste valable, relatif. Ici, en bas, c'est le nombre de processus, de 10 à 100 000. Ici, c'est le nombre de microsecondes pour la création de processus de 1 jusqu'à 1000. En rouge, c'est Erlang. En vert, c'est Java. Et en bleu, c'est C#. Vous voyez que la création de processus en Java ou C#, ça prend plusieurs centaines de microsecondes. En Erlang, jusqu'à 2000 environ, c'est moins que 1 microseconde. Après, ça va jusqu'à 10 microsecondes. Et Java et C# ne peuvent pas aller jusqu'à 100 000. Donc ça, c'est pour 2000. Donc aujourd'hui, ça reste, sauf que ça a un peu bougé à la droite et un peu plus vite. Le temps pour l'envoi des messages, donc on envoie le message d'un processus à un autre. Ici, c'est de nouveau le nombre de processus, jusqu'à 100 000. Ici, le nombre de microsecondes. En Erlang, on envoie le message, ça prend environ 1 microseconde. Pour Java et C#, c'est entre 10 et 100, et même pour Java, ça peut monter beaucoup plus fort. Donc, ce sont des langages, Java et C# qui ne sont pas faits pour être concurrents. Ils sont faits pour traiter des données de façon séquentielle. Par contre, Erlang est fait pour concurrents. Et voici une application. Ça, c'est un serveur web. On connaît Apache, par exemple, comme serveur web. En Erlang, il y a un serveur qui s'appelle YARS. Ici, le nombre de processus, c'est le nombre d'appels que le serveur peut traiter de façon concurrente, donc en même temps. Beaucoup de clients qui envoient un serveur. On voit ici à gauche Apache sur un disque local, Apache en NFS. Ça, c'est le throughput, ça veut dire le nombre de kilobytes par seconde passé par le système. On voit que jusqu'à 0 jusqu'à 90 000, 10 000, 20 000, 30 000. On voit que Apache ne peut traiter que quelques milliers. Si on va aller jusqu'à 5 ou 10 000, Apache ne peut pas. Parce que c'est écrit en A. Par contre, on voit aussi que ici, on a mesuré jusqu'à 80 000. Et on voit que le throughput, ça veut dire la performance du système, reste relativement stable. On voit qu'il y a beaucoup de variance. Mais on voit que le système Erlang, même quand il est extrêmement surchargé, résiste très bien à cette surcharge. Parce que le throughput total ne diminue pas vraiment. Ça diminue un peu parce que la gestion de surcharge demande du travail. Si on met 10 fois trop de demandes à un serveur, il va passer tout son temps à traiter la surcharge, il a presque plus de temps pour bosser. Et donc on voit que la performance se réduit un peu, mais pas tant que ça. La gestion de surcharge est très efficace. Apache, ici, se plante à environ 4000 processus, et YARS, donc le serveur Erlang, garde une performance de 800 kB, même jusqu'à 80 000 processus. Donc 20 fois plus que
le chiffre qui fait planter RH. Et ça, c'est des vrais chiffres pour des vrais systèmes. Voici la AX3D301. Ça, c'est le système que je vous ai mentionné tout à l'heure. Ici, en horizontal, on a ce qu'on appelle le offered load, la charge offerte au système, ça veut dire le nombre de requêtes qu'on fait par seconde au système. Et le système, bien sûr, ne peut pas traiter un nombre arbitraire. Ici, on a le throughput, le nombre d'appels. C'est le système télécom qui peut traiter un certain nombre d'appels en même temps. On voit que si la charge augmente, jusqu'à un certain point, la AX301 va suivre. Et donc, il va traiter ça parce que c'est en dessous de sa charge maximum. Mais quand on arrive à la charge maximum et on essaie de faire encore plus d'appels, alors la AXD301 ne peut pas traiter plus. Il est à sa charge maximale, il doit donc rejeter ces appels, mais ça demande un certain travail. Jusqu'à 150%, le travail supplémentaire qu'il doit faire pour rejeter, pour voir qu'il ne peut pas traiter l'appel et pour le rejeter, ne diminue pas. Mais si on continue à augmenter, on bombarde ce pauvre système avec 100%, 10 fois plus, 1000%, pardon, 10 fois plus par rapport à ce qu'il peut traiter, on lui donne 10 fois plus trop de requêtes. Là, on voit que la performance, donc la partie commence à diminuer, parce que la partie jaune, c'est le traitement des appels rejetés. On voit donc ça commence à prendre un temps significatif de traiter des appels rejetés. Mais vous voyez que ce n'est pas un cut, c'est une dégradation très gentille, très douce. Ça s'appelle graceful degradation. Ce genre de comportement, c'est un comportement extrêmement agréable, parce qu'un système de télécom sera quelquefois soumis à une surcharge, et on ne veut pas qu'il se plante, on veut qu'il traite cette surcharge de façon raisonnable. Donc là, ça, c'est la performance mesurée de ce système-là. Donc, jusqu'à 1000%, c'est-à-dire 10 fois trop de charge offerte, la performance peut aller jusqu'à 40%. Et ce qu'il écrit là, c'est 1 million de lignes de AirLine plus 700 000 lignes de OTP. Je ne sais pas si j'avais déjà dit 1,7 million tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est exactement. Bon, il y a environ 900 000 lignes de C, parce qu'il y a aussi des drivers, c'est des parties primitives qui sont utilisées. Il y a aussi un peu de Java, 13 000 lignes de Java. C'est principalement du AirLine, c'est tout sur le OTP. Donc ça, c'est le genre de comportement souhaité d'un grand système industriel. Tout ça, c'est pour vous montrer que AirLine a beaucoup de succès à traiter ce genre de choses. Ok, maintenant je vais vous parler de mes concepts qui permettent ça. D'abord la base, je ne vais pas rester longtemps. Donc AirLine est un langage à deux niveaux. Il y a à l'intérieur du processus, c'est un langage purement fonctionnel. Et single assignment, lexical scope, high color, c'est tous des choses qu'on connaît dans ce cours. Par contre, pour beaucoup de programmeurs, c'est nouveau. Si on a un programmeur Java, ça c'est très inhabituel. Et ce sont des structures symboliques. C'est assez similaire à OS, donc normalement, si vous avez suivi ce cours, vous n'avez pas beaucoup de problèmes à apprendre sur cette partie d'Airline. La chose qui est ajoutée ici sont des vecteurs binaires, parce que Airline est beaucoup utilisé pour définir des protocoles entre ordinateurs.
Donc on a des modules, je ne vais pas rester très longtemps, on vient de le voir, le module MAP, il va exporter des choses, il peut aussi importer d'autres modules. Ici, il y a une fonction areas, il prend, vous voyez qu'il y a des trucs fonctionnels, il y a une liste L, on a un map, on a une fonction anonyme, et on a une liste double.sum. Et donc, un programme Airline, ce sont des modules avec des dépendances. Un module peut dépendre de l'autre module. Le module map dépend du module list, par exemple. Ça, c'est la structure des programmes Airline. Bon, maintenant, on va commencer à voir des choses concurrentes. Je ne reste pas longtemps sur la partie séquentielle. Donc, il y a la fonction spawn, on a vu. On renvoie l'identifiant PID du processus. PID est une constante unique, donc on ne peut pas la contrefaire, c'est une constante qui est unique pour tout le système, et l'envoi de message c'est avec une point d'exclamation, et c'est asynchrone, et toutes les données sont copiées. Il n'y a aucun pointeur qui est passé entre les processus. C'est toujours copié. On peut dire, ouais, mais c'est du overhead si c'est une constructure. Oui, c'est un peu de overhead, mais on gagne un énorme avantage de côté. C'est que ça donne des programmes extrêmement robustes. Pour la réception de messages, il y a donc une mailbox, il y a une liste ordonnée de messages, on peut les extraire avec l'instruction receive, vu, send, et aussi et la sémantique du receive, on a déjà un peu parlé de ça. Le receive est bloquant, il attend jusqu'à ce qu'il y ait un message qui satisfait les patterns. Il va essayer de trouver le message du premier pattern. Si on n'a pas, il essaie du deuxième pattern, et ainsi de suite. Il prend le premier message, il essaie tous les patterns, après il prend le deuxième message, etc. Si aucun pattern, sur aucun message ne va correspondre, il bloque, il attend. Mais on peut aussi étendre ça, on peut mettre des cas par défaut, qui prennent toujours, on peut aussi mettre des timeouts, donc il y a plein d'extensions. Ça c'est donc le receive. Il faut faire très attention que les messages ne restent pas trop longtemps dans le mailbox. Ça, c'est un souci. Si on sort le message de pattern matching, il est possible qu'on oublie. Si on envoie des messages, il n'y a aucun pattern pour ces messages, et ils vont rester toujours dans le mailbox. Ça, c'est une fuite de mémoire. Okay. Et ce n'est pas une fuite qui peut être enlevée par un garbage collector, parce que le mailbox lui-même est toujours actif. Et on sait que quelqu'un peut retirer le ça, il faut faire attention de ça. Sinon, les receives sont très avantageux parce que c'est modulaire. Ça veut dire que certains messages, on peut les traiter ici, d'autres messages, on les traite à un autre endroit, avec des patterns différents, et ça veut dire qu'on a deux parties des programmes indépendantes au sein du même processus, parce que les patterns sont disjoints. Ça veut dire qu'avec les récits comme ça permet de faire des processus extrêmement modulaires. Donc ça marche très bien. Ok, le linking, on va aller plus vite qu'avoir la force de linking. On peut lier deux processus ensemble. C'est bidirectionnel. Quand un processus se termine, ça peut être pour n'importe quel réseau, ou on le termine explicitement, ou il se plante. Je savais que pour diverses raisons. Je ne savais pas que c'était ton la casserole. C'est un peu déporté. Plein de choses peut se planter. À ce moment-là, il y a un signal qui est envoyé. Crois-moi, tu ne peux pas goûter à ma cuisine. Et si le processus termine normalement, la raison c'est normal. On peut aussi terminer normalement. Ça a supprimé. J'ai pris une plein. Le linking est transitif.
Ça veut dire que si les processus sont liés, c'est tous qui se plantent ensemble jusqu'au bout. C'est transitif. Ça fait un ensemble qui est appelé link set. Sauf les processus qui peuvent attraper, trap the exit signals. Donc celui-là, le superviseur, on y a mis son état pour qu'il ne se plante pas, mais il attrape le signal. Mais si on ne fait pas ça, s'il y en a un de ces processus qui se plantent tous. Même ceux qui travaillent normalement. Les gens ont toujours l'hésitation. Pourquoi on force un processus qui travaille normalement pour se planter? Bien, c'est la bonne chose à faire. Parce que ces cinq travaillent ensemble. Ils sont en train de se coordonner. S'il y en a un qui commence à devenir fou et faire n'importe quoi, alors tout le travail est contaminé. Et ce n'est même pas la peine que celui-là continue. Parce que les données sont corrompues et tout. Donc ce n'est pas la peine. Même ceux qui n'ont pas de bug, donc on va faire planter tout. Et ça, c'était à l'époque très audacieux de faire ça. Mais on a vu que c'était totalement la bonne chose. C'est un risotto. C'est un répéteur. Donc, non, si un processus lève une exception qui n'est pas attrapée, alors le processus termine. Et l'exit signal est envoyé à toutes les possibilités. C'est vraiment dégueulasse. Et il y a des manières déjà modifier ça, parce qu'on va aussi construire des superviseurs qui ont un comportement un tout petit peu différent. Donc il y a des manières de changer un petit peu ce comportement. C'est le non-stoppable exit. Lui, ça va faire arrêter aussi le superviseur. Send an exit signal without terminating. Donc il y a toujours une façon. Donc ici, par exemple, on fait spawn, et ce processus peut recevoir des exit signals d'autres processus. Comme son trap exit est true, il ne va pas se planter, mais c'est comme un message qu'il va recevoir. Ça, c'est le linking. Et tout à l'heure, je vais parler des superviseurs qui sont implémentés avec le linking. Maintenant, je vais parler un peu de Dynamic Code Change. Ça, c'est autre chose qu'on doit gérer. Supposons qu'on a un système qui tourne très longtemps, il ne doit jamais se planter, comme le AXP 301. Mais tout système moderne, il y a toujours des mises à jour logicielles. Quand vous faites une mise à jour de votre PC ou votre Mac, vous êtes obligé de le redémarrer. C'est ça, ça a l'air évident. Mais un programme, Airline, non, on peut faire des mises à jour logicielles sans arrêter le système. Mise à jour de code sans arrêter le système. Il y a des systèmes qui ne doivent jamais s'arrêter. D'ailleurs, dans les organismes vivants, c'est toujours le cas. Par exemple, un être humain, par exemple, le cœur, le cerveau, il ne s'arrête jamais. Jamais. On ne peut pas les redémarrer comme le nom. Bien, Airline permet au système. Comment est-ce que ça marche? Bien, chaque module, dans l'exploitation, on peut avoir deux versions du code. On a le code qui tourne et il y a une nouvelle version. Donc tous les nouveaux processus vont être linkés avec la nouvelle version, mais un processus qui s'exécute. Si la nouvelle version arrive, les choses qui sont en train de s'exécuter continuent avec l'ancienne version. Okay? Et un processus peut choisir comprend et continue avec l'ancienne pour la nouvelle version. Ça, c'est très important. C'est le processus lui-même qui décide. Quand on fait une mise à jour logicielle, à certains moments, le processus va checker est-ce qu'il y a une mise à jour, oui, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour compatibilité, oui ou non, et après, il transfère et commence à exécuter dans les nouvelles. C'est le processus lui-même
lui-même qui décide. Et donc, quand on met une nouvelle version dans un système distribué, il y a une sorte de diffusion. La nouvelle version va se propager et va être de plus en plus utilisée. À un certain moment, l'ancienne version ne sera plus utilisée. Et il y a le soutien dans le système. C'est dans la machine virtuelle Erlang, on a notre soutien. Il y a la nouvelle version ou l'ancienne version. Ici, par exemple, j'ai le module M, la fonction loop, j'ai l'appel récursif. Si à l'intérieur de la boucle M, je n'ai pas besoin de dire M, parce que je suis déjà dans M, mais si je fais M double point loop, là, je sais que je vais utiliser la nouvelle version. Par contre, si je fais loop, toujours, l'intérieur M, je continue avec l'ancienne version. Ça veut dire qu'un programme normal va ici continuer avec l'ancienne version jusqu'à ce qu'il est prêt à passer à la nouvelle version. Et tout grand et important système Erlang va utiliser ce mécanisme. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est une base de données qui s'appelle RIA. C'est une base de données qui est écrite en Erlang, qui est utilisée par plein de sociétés comme moteur. Par exemple, le pays de Danemark, ils ont un système de santé national avec une base de données. Tous les patients ont un compte, toutes les pharmacies ont un compte, les hôpitaux aussi, et les médecins généralistes et spécialistes aussi. Et quand un médecin va prescrire une ordonnance, ça serait là-dedans. Cette base de données, ça existe depuis un certain nombre d'années au Danemark, est écrite en RIA. Et vous êtes, c'est assez évident que ça ne va jamais se passer. Hein, parce que si je suis un patient et je ne peux pas avoir mon ordonnance à la pharmacie, c'est un peu gênant. Ça peut être même critique pour la vie des gens. Et donc, cette base tourne depuis des années sans jamais se planter. Et je pense que la Belgique a dû, je ne sais pas en quoi c'est écrit, mais le système numérique qui existe maintenant en Belgique a un peu les mêmes propriétés. Ça, je ne sais pas comment il est écrit, mais je sais que celui du Danemark est écrit créé sur React, qui est écrit en Erlang. Et donc, c'est un peu life critical, hein? Ça utilise ce mécanisme. Donc, en fait, pour faire des systèmes extrêmement robustes, Erlang, c'est la meilleure technologie qui existe en ce moment. Donc ça, c'est les deux versions. Il y a aussi une autre manière, plus fine, bien sûr. C'est le même code, hein? On est dans le même code du module, mais il est clair que dans ce système higher order, on peut aussi passer une fonction comme argument. Ici, on a un serveur, fun, c'est la fonction qui fait le calcul du serveur. Si j'ai le message new fun, on va remplacer fun par fun, une nouvelle fonction. Donc, on peut donc faire une mise à jour de la fonctionnalité de façon plus fine, avec du simple higher order. Mais ça ne suffit pas, parce que là, on est toujours dans le même module. Donc, ce n'est pas le système entier. Si on veut remplacer tout par d'autres codes, il faut quand même avoir différentes versions pour les modules. Hein. Mais pour des petites mises à jour, ça, pour les petites mises à jour, on peut bien sûr aussi utiliser le higher order pour des mises à jour plus ponctuelles, plus localisées. Okay. Ça, c'est donc des concepts de base. Linking, Dynamic Code Change. Okay. Maintenant, avec ça, les concepteurs de Erlang, vous n'avez pas besoin de faire tout ça à la main. Ils ont fait des abstractions, des librairies en quelques lignes de code. N'importe quel programmeur néophyte
peut créer une application super robuste. Ils ont fait toutes les abstractions nécessaires. Et ça, je vais vous expliquer ça maintenant. Je vais d'abord un peu parler des principes. Après, je vais parler de ce qu'on appelle des behaviors. En néerlandais, ça s'appelle behaviors, des patterns, alors, des comportements. Mais pour Erlang, le behavior, c'est une grande ensemble de librairies qui permettent de faire quelque chose. Alors, je vais vous parler un petit peu de la philosophie Erlang. C'est très intéressant. La question, comment est-ce qu'on peut faire du logiciel robuste? Un langage monolithique comme Java ou Python ne sont pas adéquats, ne sont pas suffisants pour ça. Parce que s'il y a quelque chose qui se plante dans le programme Java, tout se plante. Il n'y a aucun soutien pour ça. Alors, comment est-ce qu'on le soutient? Il y a un certain nombre de principes qu'on doit suivre. Premier principe, on ne peut pas éliminer complètement les erreurs. Alors, il y a des gens qui disent qu'il suffit d'écrire des logiciels qui n'ont pas d'erreur. Voilà, c'est impossible. On ne peut pas écrire des logiciels qui ont zéro erreur. On peut simplement réduire. On parle de hardware and software errors. Hardware errors, c'est par exemple un rayon cosmique dans le système. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas vraiment éliminer ça. Et les software errors non plus. On peut les réduire. Et deuxièmement, il faut voir quelle est l'unité de panne, quelle partie du système tombe en panne. Parce qu'on ne veut pas que tout tombe en panne. On veut que les pannes soient limitées. Ça s'appelle isolation, strong isolation. Donc il y a des composants. En fait, c'est ça. Hein. Dans les behaviors, il y a une partie du système qui tombe en panne. Après, fail fast, une partie du système où elle marche, où elle se plante tout de suite. Elle ne veut pas traîner. Hein. Oh, moi, c'est grave, on ne sait pas, on traîne. Non. Où elle marche tout de suite, où elle tombe en panne. Ça doit être vite. Either function correctly or stop quickly. Et s'il y a un problème, on va forcer la chose. Si un processus commence à traîner, on va la tuer. Alors, on dirait que c'est Robespierre qui gère le système, mais ça marche. On peut détecter les lignes et pas de partage des tâches. Donc les systèmes sont isolés. Low sharing, c'est lié à l'isolation. Donc il y a des slogans. Bien sûr, Ericsson, il faut voir les amis des slogans, ils ont techniques de très bons slogans. Le plus connu, c'est let it fail. Laisse la chose tomber. Laisse planter. Depend to your job crash. En fait, philosophiquement, c'est très si on a un système, un grand système, qui commence à faire des trucs bizarres, je ne sais pas s'il marche pas. Alors, tous les états du système, quand ils s'exécutent, on va les mapper vers un état. Mais j'en sais, je vais dire ça. Simple. On va simplifier la vue des détails. Et deuxièmement, quelqu'un d'autre en fait, c'est normal, c'est votre faute. Doit récupérer le logiciel. C'est le Christ cosmique. On veut faire fiable. C'est pas lui qui va se réparer, c'est quelqu'un d'autre. Le Christ cosmique. Et l'histoire que j'aime bien, c'est si j'ai un appendicite, je vois un chirurgien et c'est lui qui m'enlève l'appendix et tout ça. C'est pas moi qui le fait. J'ai une histoire, ça. Apparemment, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. À l'époque, en Antarctique, il y avait une base scientifique soviétique, il y avait un chirurgien, il y avait une appendicite. La seule personne qui pouvait le traiter, c'était lui-même. Alors, il s'est opéré lui-même. Il a d'abord expliqué à tous les autres comment assister, il a fait des miroirs, il a fait l'anesthésie locale, et il s'est
ouvert lui-même et ça marche. Mais je ne comprends pas cette procédure-là. C'est un peu l'idée. Si le programme commence à avoir une panne, ce n'est pas le programme qui va se corriger, c'est un autre. Okay? Vous voyez que c'est logique, hein, dans la vie courante, c'est tout à fait ça. Troisièmement, non, la programmation défensive, c'est de mettre les tests partout. Est-ce que les types d'arguments sont bons? Est-ce que les arguments à toute fonction sont raisonnables? Et donc on fait des tests partout pour blinder les programmes. Moi je suis quelqu'un de très fin. Mais la philosophie dit que non, faites pas ça, c'est pas la peine. Hein? Ça fait le programme très compliqué. Et quand un test échoue, quand un argument est de mauvaise, on fait quoi? On fait. Si on prépare, c'est pas évident. Les erreurs vont toujours arriver, on doit toujours le traiter. Donc tout ça veut dire qu'il ne faut jamais faire de la programmation défensive. Si on est mal, on ne le fait pas. Si un programme commence à être bizarre, c'est très simple. On force ce programme à se prendre. Là, c'est très chiant. Okay. Ça, c'est le philosophie. Ok, maintenant, on va. Comment est-ce qu'à quoi ressemble une application en Erlang? En fait, il y a 4 niveaux. Il y a le release. Alors, ça, c'est tout le OTP. Il y a une application. Un serveur web ou une base de données, c'est une application. Après, il y a un comportement, behavior, c'est un currency pattern. Et enfin, il y a un travailleur, un worker. Un worker, c'est des processus, ça sont des workers. Donc, une application contient plusieurs behaviors. Un behavior contient plusieurs workers. Okay? Et un des behaviors les plus importants, c'est ce qu'on appelle un supervisor, que je l'ai mentionné, c'est le behavior qui va traiter les phrases. Très bon. Et typiquement, en Erlang, OTP, il y a 5 patterns. C'est tout. Ça suffit pour faire une application robuste. D'abord, il y a Generic Server, un serveur générique. Deuxièmement, gestion d'événements, event handlers. Les événements qui arrivent, un signal, un message qui vient du réseau, gestionnaire d'événements. Après, generic finite state machine. Ça a l'air bizarre. Machine à l'état. Mais en fait, non. Un finite state machine, c'est simplement le calcul fait par toute application. Tout calcul est une machine à l'état. Donc, le noyau de toute application, c'est un GFS. Après, application. L'application, c'est un ensemble de choses qu'on peut publier ou arrêter ou démarrer comme une unité. Ce sont des choses qui sont ensemble et enfin le superviseur. Et chacun de ces 5 comportements est très simple. Vous pouvez voir sur le site Erlang et avec ça, avec quelques lignes de code, vous pouvez faire une application extrêmement robuste. Donc ça, on n'a pas besoin d'être un expert pour faire une application robuste en Erlang. Tout le monde peut le faire. C'est un épisode du JTG. Ok. Et enfin, pour terminer l'introduction, je vais focaliser un peu plus sur le superviseur. Ça, c'est un peu la contribution fondamentale faite par Erlang. C'est pas naturel, ça doit bien opposer, effectivement. Alors, comment est-ce que ça marche? Bien, il y a quelques des choses qu'on observe. Dans les systèmes distribués, la plupart des erreurs sont transitoires. Problème réseau, problème de timing, start-up, démarrer un système concurrent. Et souvent, on simple re-essayer
ça résout le problème. On le Si connaît on comme fait le ça, pour ça serait protéger déjà le un très système. bon début. Donc, le supervisor PGI, Parce qu'en vrai, d'abord, c'est ce qui favorise. c'est pas Simplement si simple démarrer. quoi. Donc, on va C'est pas difficile à implémenter, c'est difficile à trouver comment faire. Et si cet ensemble tombe Sur en ça prend panne, quelques lignes, mais c'est la trouver la première chose manière. à Il y a faire, plein de fonctions un peu chaudes. c'est simplement le redémarrer. Ça ne marche pas toujours pas, mais c'est la Un seul point première en plus. approche. Je pense que pour le son des doigts, tu sommes tout, tu divises par juste. Et redémarrer le processus. Ah non, c'est sur complexe. C'est sur complexe. Demain, Et ça peut aller à plusieurs niveaux. Le superviseur lui-même, celui-là, est aussi observé par un autre superviseur à niveau 2. Donc si celui-là se plante, c'est celui-là qui va le redémarrer. Et au sommet de tout ça, il y a un tout petit superviseur extrêmement simple qui n'a pas la droit de le faire. Ça, c'est la façon dont ça marche. Donc, c'est un arbre avec une racine. Il a fait bref Il y a un superviseur qui va superviser les choses. Par exemple, ici, supervisor. Ici, il y a des travailleurs qui travaillent ensemble et le superviseur va superviser tout ça. Ça, c'est un niveau. Et ce superviseur peut arrêter tout ça et peut le redémarrer. Il a le droit, il a les capacités de faire tout ça. Et ça peut avoir différentes parties du système avec des superviseurs. Et ces deux superviseurs peuvent être supervisés par un autre. Typiquement, on a juste deux niveaux. Ça, c'est le root, la racine de l'arborescence. Okay. Ça, c'est à la base. Donc, tous les travailleurs sont donc supervisés par cette supervision. Okay. Après, comment est-ce qu'on redémarre? Et tous les behaviors sont conçus. Donc, ici, on peut avoir n'importe quel behavior. Un gen server, un gen FSM, application, tout. Donc, les superviseurs sont conçus pour travailler de tous les behaviors. Okay. Maintenant, il y a des principes de restart. Et one for all, and rest for one. Par exemple, ça dépend de l'application. Si ici, on a des travailleurs qui travaillent ensemble et ils font un calcul. Ils font un calcul. Ils sont tous liés. Bah, s'il y en a un qui se plante, il faut redémarrer tous. Parce que s'il y en a un qui se plante, c'est tout le calcul qui est possible. Par contre, si on a des connexions télécom, ce processus gère une connexion, ça gère une autre, ça gère une autre. S'il y en a un qui se plante, les autres ne sont pas affectés. Donc il y a deux approches de base pour le redémarrage. Il y a one for one ou one for all. One for one, s'il y en a un qui se plante, on redémarre un seul. C'est le superviseur qui fait ça. One for all, s'il y en a un qui se plante, on les arrête tous et on redémarre tout. Et ça, c'est quand les processus sont en train de collaborer. Ici, ce sont des processus en train de faire des trucs indépendants. Donc les deux approches de base, c'est one for one et one for all. Il y a des variations. Rest for one, par exemple, s'il y a une séquence, si les superviseurs, il y a que ceux qui viennent après qui sont dépendants de moi. Je fais un truc, après il y a un autre, mais ceux qui sont avant sont finis. À ce moment-là, on a quelques variations, comme rest for one. Mais à la base, les deux bases basiques, c'est one for one et one for all. C'est les deux systèmes de base.
et on peut faire un dessin. On fait une hiérarchie. Ici, par exemple, les carrés sont les superviseurs et les cercles sont les travailleurs. Ici, on a deux travailleurs, et le 1 c'est one for one, et le A c'est one for all. Par exemple, ceux deux-là travaillent indépendamment. S'il y en a un qui se trouve en panne, on va simplement redémarrer celui-là. Par contre, tout ça, si je mets le cercle là, c'est un tout. C'est une partie de notre système télécom. Et donc, s'il y a un problème, s'il y a ici, si cette partie plante complètement, le 1 se plante, il faut redémarrer tout. Et donc, à chaque niveau, il faut voir si c'est un tout ou si c'est des choses indépendantes. Et à la base, en pratique, ça marche très très bien. Donc ici, encore le dessin, one for one and one for all. One for one. Any child dies, it is restarted. Si on appelle ça un enfant, vous voyez comme ils sont cruels, les pauvres. Si un enfant meurt, on le redémarre. On remplace par un autre. Ça c'est cool. C'est là. Mais bon, c'est pas des enfants, c'est des... Physique, statistique et quantique. Donc si un enfant tombe en panne, on redémarre. Ici, c'est pire. Théorie statique. Si un enfant meurt, on tue tous les enfants et on redémarre tous. Si un enfant meurt, on les tue tous. C'est encore plus cruel. Mais c'est pas c'est très Game of Thrones. Ce sont des ouvriers qui sont en train de travailler ensemble. On va faire des One for one, si les enfants sont indépendants, par exemple, chacun gère une connexion, et one for all, si les enfants collaborent. Donc même les enfants corrects, on doit les redémarrer. Quelle partie du légume ne rentre pas dans un mixeur? Vous voyez, ça c'est l'idée de base. Après, tout est basé quelle partie du légume ne rentre pas dans un mixeur? Ça, on peut faire toi extrêmement robuste. C'est ingénieux, non? Les fauteuils roulants. Donc ils ont fait ça en fin 1980, ils ont élaboré le OTP. Ils étaient quand même inspirés, parce que ça marche. L'intérêt, c'est que ça marche en vrai. Ok, je vais faire des conclusions. Peut-être je vais vous donner quelques informations. De légumes ne rentre pas dans un mixeur. Donc, OTP, il y a Erlang, il y a OTP, le processus Dynamic Update, Linking, et OTP, c'est Behaviors Supervisors. Il y a des trucs que je n'ai pas expliqués. Le test, Erlang, le test, et les mémoires persistantes aussi. T'as compris? Parce que quand on redémarre le processus, tu sais que pour les gens, ils sont on dit que ce sont des légumes. Donc, ils ont besoin de c'est ça. C'est bon, il a compris. Parfois, ils sont des chromosomes un peu en trop. C'est très intéressant. Ils ont besoin d'un fauteuil roulant. C'est un langage qui me semble. Je t'explique. Du coup, on les appelle les légumes. Parce qu'ils sont dans un état végétatif, en fait. Ils ont un niveau d'intelligence naturelle. La végétale. La syntaxe est très bizarre. Et ceux qui peuvent les mettre dans un mixeur, qui bougent en fait. Le fauteuil, lui, il bouge. Et ça vaut pour ça. Donc la communauté Erlang en ce moment, c'est Erlang et Elixir. Ça dépend de la paix du mixeur. Deux langages, mais en fait, ils peuvent travailler ensemble. Voilà, et là, il y a un si vous voulez, et on va aller là. Ok. Donc dans le cours contemporain, on va aller un peu plus loin. C'est Erlang. Ce sera Et je vais vous montrer un peu mieux comment ça marche. Et on va faire même quelques TP en Erlang. Et dans le cours 23-45, pour faire des systèmes répartis, on fait aussi quelquefois des projets avec des systèmes, avec des petites cartes, Internet of Things qui communiquent mais qui tournent des petits programmes en Erlang. Parce que c'est très simple, là. Avec Erlang, ça devient très simple.
Donc, ça aussi, si ça vous intéresse. Ok, donc je vais m'arrêter là pour Erlang. Je veux maintenant vous parler un peu de l'examen. D'abord, l'interro. Donc, l'examen, c'est la première semaine de juin. Vous l'aurez au début de la session, vous aurez les points de l'interro. Ah, là, je suis vraiment désolé. Là, je me prosterne et je demande vos excuses à cause de ça. Mais bon, contre la force, il n'y a pas de résistance. Donc, j'ai été retardé. Vous l'aurez au début de la session. Ça, c'est promis. Et pour l'examen même, c'est donc un examen qui ressemble un peu à l'interro. C'est-à-dire, il y aura des petites questions comme ça. Dans ces questions, il y en a où il faut aller écrire un peu de code, il y en a où il faut faire un peu de sémantique, et il y en a où il faut expliquer des choses. Je pourrais par exemple demander comment marche un port object, ou quel est l'intérêt du fold pour un port object, ou aussi des principes de programmation concurrente, la sémantique d'entrelacement, quel est l'ordre partiel, quel est l'ordre total pour les programmes concurrents, qu'est-ce que c'est le non-déterminisme, comment est-ce qu'on peut éviter le non-déterminisme dans un programme, aussi du high order, et toutes ces choses-là. Deuxièmement, il y aura une partie de l'examen qui correspond exactement à l'interro et qui sera sur 5 points. Donc cette partie de l'examen, vous aurez le maximum entre ça et l'interro, et ça sera la même matière que l'interro. Et dans le reste de l'examen, je ne vais pas cibler cette matière, mais je ne veux pas complètement l'ignorer quand même. Parce que dans la deuxième partie du cours, on a aussi utilisé du higher order, par exemple. Donc, je ne sais pas si vous pourriez oublier le higher order pour la deuxième partie, parce qu'on a aussi utilisé donc, à des endroits, par exemple, pour le Digital Logic Simulation, on a fait des abstractions pour faire des portes en utilisant le higher order. Ce genre de choses, il faut les comprendre. Et les port objects, le cœur d'un port object, c'est un fold. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, le higher order est une sorte de fond, d'arrière-fond pour le reste. Donc, c'est pas comme si on peut complètement l'oublier, mais ce ne sera pas que ça. Les questions seront sur autre chose, mais il faudra peut-être connaître un peu de higher order pour répondre. Pareil pour la sémantique. Quand je parle de la sémantique des ports, par exemple, ce n'est pas un truc qui est sur l'interro, mais c'est quelque chose qu'on a vu après. Ou si je parle d'Active Objects, ou des choses comme ça, ou des protocoles. Pourquoi il y a des deadlocks dans les protocoles entre les port objects. Donc, les threads, la concurrence pour les nuls, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Tout. C'est pas très compliqué de comprendre. Et pour Erlang, toutes les choses conceptuelles, il faut les comprendre. Comment est-ce ça, par exemple, ce genre de choses? Comment est-ce que le linking permet de faire des supervisors? Ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir expliquer. Ça. Et en Erlang, le receive peut recevoir un message dans un autre ordre par rapport à leur envoi. Si je vous demande à quoi ça sert, je vais répondre. Pourquoi c'est intéressant? Et quel est le problème avec ça? Donc toute la partie conceptuelle d'Erlang, il faut pouvoir y répondre. Je ne vais pas vous demander d'écrire du code Erlang. Si, par contre, je peux vous donner du code pour partie d'une question et que vous devez pouvoir comprendre en faisant votre réponse. Mais je ne vais pas vous demander que vous écrivez ex nihilo un code Erlang. Non, on n'a pas vu ça, on a eu ce temps, on est au dernier. Pour la partie Erlang, ce sera surtout conceptuel la question. Okay. Et il y aura des petites questions, plus ou moins petites. Donc je préfère faire plus de questions relativement petites par rapport à
un petit nombre de très grosses questions, ça ne fait pas, et un mélange de théorie et de pratique. Hein. Il y aurait des questions où il faut écrire le code, il y aurait des questions un peu sémantiques, il y aurait des questions un peu saveur higher order, un peu run. Ok, ça va? Ça. Et l'examen est sur 15 points, alors le projet, bien sûr, prend pour 5 points. Donc en principe, vous allez avoir rapidement les points, comme on est en dernière semaine. Hein. J'espère que ça a bien marché, le projet. En principe, vous devez pouvoir tous avoir des bons points. Il y a eu assez de temps pour ça. Et le but, c'est aussi d'un peu déstresser. Hein. De bons points sur Mantero et sur le projet. Et vous avez déjà quasiment fini. Moi, ça m'arrange parce que mon but, c'est que vous compreniez la matière. Et votre but, c'est réussir le cours. Hein. Ça devrait. C'est aussi comprendre la matière, peut-être, hein. Mais c'est aussi réussir. Ok, donc je vais terminer là. On est